Séance de la Commission des finances publiques ouverte. Je demande à toutes les personnes dans la salle de bien vouloir éteindre la sonnerie de leurs appareils électroniques. La Commission est réunie afin d'entreprendre la poursuite du débat sur le discours du budget, conformément à l'article 275 du règlement de l'Assemblée nationale. Monsieur le secrétaire, y a-t-il des remplacements? Oui, Monsieur le Président. Mme Setlacoué Montréal-Outremont est remplacée par Mme McGrath, Notre-Dame-de-Grâce. Merci, Monsieur le secrétaire. Avant d'entreprendre nos travaux, je vous informe de la façon dont se déroulera ce mandat. D'abord, pour ce débat d'une durée d'au plus 10 heures, la répartition des temps de parole sera approximativement la suivante entre les groupes parlementaires. 5 heures pour le gouvernement, 3 heures 45 minutes pour l'opposition officielle, 1 heure 15 minutes pour le deuxième groupe d'opposition. Nous débuterons par les remarques préliminaires du ministre, puis du porte-parole de l'opposition officielle et évidemment de la porte-parole du deuxième groupe, mais elle n'est pas présente aujourd'hui, donc il n'y aura pas. Chaque intervenant disposera d'un maximum de 20 minutes pour ses remarques, pris à même l'enveloppe globale de temps de leur groupe parlementaire. Une fois les remarques préliminaires terminées, nous passerons aux échanges qui se dérouleront par bloc d'environ 20 minutes, et aujourd'hui, ce sera des blocs de 16 minutes 30, incluant les questions et les réponses du ministre en alternance entre les députés du groupe parlementaire formant le gouvernement et les députés de l'opposition, mais conformément à nos usages, nous débuterons par une intervention du porte-parole de l'opposition officielle. Nous débutons avec les remarques préliminaires. Monsieur le ministre des Finances, vous disposez de 20 minutes. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Et juste pour que la procédure soit claire, si je m'avisais d'utiliser seulement 18 minutes, le 2 minutes est perdu dans le cyberespace. Non, il serait rajouté à la fin, mais si jamais il y a consentement. À la fin, si le gouvernement n'utilise pas certaines minutes parce qu'il y en a qui a été économisé, il n'y a pas de problème. Bon, alors on compte pas de la même façon, mais mon temps ne va pas à l'opposition. Non, et voilà. Voilà. Là, vous avez raison. Voilà. On commence. C'est parti, là, le temps tourne? Oui, allez-y. OK, bon, on a déjà 30 secondes de fête sur 10 heures. Let's go. Alors, je pensais vous faire un peu une allocution sur le... similaire à celle que j'ai faite au huis clos, parce qu'elle était particulièrement bonne, Monsieur le Président. Alors, je vais la recycler. Alors, le budget 2026-2027 du Québec est responsable, sobre et ciblé. Et c'est certain, Monsieur le Président, que le Québec évolue dans un contexte économique et politique marqué par une incertitude persistante depuis la pandémie. D'ailleurs, vous vous souvenez qu'à la sortie de la pandémie, on avait déjà des enjeux au niveau des chaînes d'approvisionnement, mais s'est ajouté l'invasion de l'Ukraine par la Russie qui a amené l'inflation au Québec jusqu'à 8 % en 2022. Et je le dis, Monsieur le Président, parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle du prix d'épicerie qui est trop élevé, du logement qui est trop élevé, du transport qui est trop élevé, des vêtements qui sont trop élevés, tout ça est relié au fait que bien que l'inflation soit passée de 8 % à approximativement 3 % au Québec en 2025, bien, le niveau des prix, lui, il n'a pas baissé, là. Le panier d'épicerie a augmenté de 8 %, puis ensuite, il a augmenté de 2 à 3 % les années qui ont suivi. Et donc, c'est normal que les citoyens disent que le coût de la vie a augmenté. C'est vrai. La question, puisqu'on n'est pas capable de faire baisser les prix, c'est sommes-nous capables d'augmenter le revenu? Parce que les prix ne baisseront pas au Canada. Donc, la solution passe par plus de revenus, plus de croissance. J'ajoute au niveau des incertitudes persistantes, bien, c'est certain que les guerres, ça n'est pas générateur de gains économiques. Alors là, on a un conflit au Moyen-Orient depuis le 6 mars et on voit que le prix du baril de pétrole a pris 50 %. Puis évidemment, c'est un choc d'offres où essentiellement, il y a plus d'inflation, puis il y a moins de croissance, puis c'est mauvais pour tout le monde. Ensuite, et c'est encore plus mauvais pour ceux qui importent de l'énergie et un peu moins mauvais pour ceux qui en exportent. Mais c'est certain que si on voyait des prix comme 150 $ le baril plus tard cette année, bien, on va avoir une récession mondiale. Là. Ça finit là. Alors, il n'y a rien de positif là-dedans. Ensuite, c'est certain qu'avec l'arrivée de la nouvelle administration américaine, on a vu des tensions commerciales, une montée du protectionnisme, et c'est d'autant plus sournois, Monsieur le Président, que ce sont nos amis. Hein? Les Américains, c'est nos partenaires. On a combattu avec eux en Afghanistan,
en Corée, la Deuxième Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale. Et là, soudainement, on est la cible de leurs menaces. Et ça, c'est au Québec, ça se manifeste par le 50 sur l'aluminium, 46 sur le bois d'œuvre, mais bien sûr, tout le climat n'est pas propice à l'investissement puisque la confiance est un intangible et qu'il n'y a pas personne qui est pleinement confiant qui va avoir accès au marché américain avec cette administration-là ou à tout le moins jusqu'à temps que la révision de l'accord de la CEUM soit complétée. Finalement, on a bien sûr l'intelligence artificielle qui transforme l'économie, la concurrence mondiale. Alors, tout ça fait qu'il y a un climat d'incertitude qui pèse sur la confiance, l'investissement, le commerce mondial. Et si on avait une façon de résumer ça, c'est de dire que l'économie mondiale traverse actuellement une période de transformation profonde. Par contre, le Québec bénéficie d'une situation favorable et a des avantages compétitifs pour faire face à cette nouvelle conjoncture. Une autre façon de dire ça, c'est que nos fondements économiques sont solides. Alors, le Québec a mieux performé que le reste du Canada depuis 2018. Et puis là, ce matin, on a eu le PIB. J'imagine qu'on va mettre tout ça à jour, là, les PIB par habitant, les revenus réels disponibles pour 2025, parce qu'on a eu la donnée aujourd'hui. Puis évidemment, le budget était avec les données du 6 mars. Mais le PIB par habitant, l'écart avec l'Ontario, qui était à 16 % est maintenant de 10,2 au 31 décembre 2024. C'est la meilleure performance du Québec depuis 1981. Revenu réel disponible est en hausse de 9 % versus 5 %. Je peux vous dire tout de suite, Monsieur le Président, qu'il fait trop chaud dans cette salle. Il va falloir ouvrir les portes pour avoir été dans l'autre salle qui est identique hier avec vous. Le secteur de l'habitation en hausse de 25 % les mises en chantier 2024, 23 % en 2025. On a un marché de l'habitation qui est extrêmement dynamique au Québec. D'ailleurs, Montréal est un des seuls grands marchés au Canada où les prix sont encore en hausse. Les prix sont en baisse de plus de 10 % dans plus de 40 % des grandes métropoles du Canada présentement. Bon. Tout ça pour dire qu'on a un PIB réel de 0,7 % en 2025. On prévoit 1,1 % en 2026, 1,4 % en 2027. Et lorsqu'on regarde l'ensemble des effets de l'incertitude créée par les tensions commerciales, on estime que le Québec a déjà perdu 1,5 % du potentiel de son économie. Et bien sûr, si les États-Unis se retiraient de la CEUM, ce serait encore plus compliqué. Alors, je l'ai mentionné que le plus gros risque qui pèse de manière structurelle sur l'économie québécoise, c'est la révision de l'accord Canada-États-Unis-Mexique. Mais à très court terme, c'est certain que le conflit en Iran et l'incertitude qui est la plus immédiate avec 20 % du pétrole mondial qui transite par le détroit d'Ormuz. Et malheureusement, ce qu'on a vu dans le conflit, c'est que les infrastructures de production sont attaquées. Alors même lorsque le détroit va réouvrir, Monsieur le Président, c'est pas garanti que la production va reprendre rapidement le même niveau parce que là, des deux côtés, on bombarde les infrastructures de production. Bon. Les mesures, parce qu'un budget, c'est des mesures, 9,6 milliards de mesures sur 5 ans. Historiquement, les budgets du Québec, depuis que nous sommes au pouvoir, sont de l'ordre de 15 milliards sur 5 ans. Donc, on est approximativement aux 2/3, d'où le sobre est ciblé. On a aussi rehaussé les infrastructures de 5 milliards de dollars. Et le 9,6, il se décompose comme si 1,7 milliard sur 5 ans pour accélérer la transformation économique du Québec. Alors, là-dedans, il y a l'appui à l'investissement des entreprises, notamment le programme ESSOR pour les PME, 283 millions pour la compétitivité et l'innovation, 216 millions pour les régions et les PME, 365 millions pour les entreprises forestières, 429 millions pour appuyer l'essor du secteur culturel et on se donne une capacité d'intervention supplémentaire de 2 milliards, 1 milliard au niveau des sièges sociaux, 1 milliard au niveau des minéraux critiques et stratégiques. Ça, ce sont des sommes qui ne sont pas déboursées, mais qui seront disponibles une fois que les lois auront été amendées. 4,3 milliards pour soutenir les grandes missions de l'État. Quelles sont les missions de l'État? Santé, éducation, enseignement supérieur, sécurité publique
et justice. Alors, on donne 2,2 milliards pour l'accès à la première ligne, les médicaments, les chirurgies, 640 millions pour la réussite éducative des écoles, besoin d'espace personnel en éducation, 392 millions pour soutenir la formation en enseignement supérieur, notamment tout ce qui est les allocations au fonctionnement des facultés de sciences et génie, mathématiques, etc. 1,1 milliard pour renforcer la sécurité, l'accès aux services de justice. En toute franchise, le ministère de la Sécurité publique avait des enjeux de ce qu'on appelle de base budgétaire, c'est-à-dire que n'avait pas suffisamment de financement pour assumer pleinement sa mission et donc son financement à la mission est rehaussé. 3,6 milliards pour appuyer les Québécois, les communautés avec des gestes ciblés. 846 millions pour convertir 5 000 places en services de garde et plafonner la taxe scolaire à 3 %. Les fameux gestes ciblés, 264 millions pour agir en itinérance et santé mentale, 260 millions pour la lutte à la violence conjugale et sexuelle, 740 millions pour soutenir l'accès au logement, 257 millions pour les banques alimentaires du Québec et les groupes communautaires. Je sais que vous êtes un amateur de mes pages favorites, Monsieur le Président. J'adore la page D8 qui montre que ce gouvernement, au niveau des services de garde, aura créé près de 46 000 nouvelles places et converti 16 000 places. Et 46 plus 16, dans votre tête, vous faites 62, mais avec l'arrondissement, nous aurons créé 61 000 places de garde subventionnées. Ça, il y en a là, qui ne sont pas encore complétés. Là, je vais mettre ça sur 10 ans. Je vais être sobre. Ça fait 6 000 par année. Il ne s'est jamais créé plus que 2 000 places par année de services de garde les 15 années qui nous ont précédés. Donc, à 6 000 places de services de garde par année, c'est exceptionnel. D33, ça c'est la page favorite du premier ministre. Elle montre que les gestes au niveau de la taxe scolaire, le 2 000 $ pour les aînés, la baisse d'impôts, les allocations famille, le plafonnement des tarifs de stationnement, mais c'est une réduction du fardeau fiscal de près de 7 milliards par année en 26-27, 961 $ par contribuable. Un contribuable, c'est c'est une personne qui remplit son rapport d'impôt, Monsieur le Président. Alors, la page D33, là, c'est certainement une page qui mérite d'être soulignée parce que le gouvernement a fait un effort au niveau de la réduction du fardeau fiscal, puis on le voit de plusieurs façons, Monsieur le Président. On le voit aussi dans la fameuse page là, qui est la page favorite du ministre qui intéresse personne, la page A27. Où on voit l'évolution des revenus et des dépenses en fonction du PIB. Et on voit que les revenus en fonction du PIB en 2018-2019, c'était 26 % puis aujourd'hui, c'est 25 %. Alors, tous ces gestes-là ont diminué le poids des revenus du gouvernement dans le PIB de 1 %, de 26 à 25 %. Et on voit que les dépenses qui étaient à 24,4, qui ont explosé à 29 dans la pandémie, bien aujourd'hui, sont à 25,6 et 25,6 de dépenses versus 25 de revenus, c'est le déficit et il faudra atteindre 24,4 d'ici 29,30 pour arriver à l'équilibre budgétaire. Bon, au niveau des finances publiques, c'est là que ce budget a très bien fait. Ça a été souligné d'ailleurs par DBRS et Moody's dans les 48 heures qui ont suivi le budget. Les rencontres formelles avec les agences auront lieu généralement, là, c'est avril, mai, juin. Chaque agence publiera son communiqué, mais c'est certain qu'il y avait des bonnes nouvelles dans ce budget. Alors, je commence avec une vieille bonne nouvelle, c'est-à-dire, je vous rappelle qu'au compte public, le déficit de 24-25, ça, c'est le fameux déficit de 11 milliards là, qui a suivi la conclusion des négociations avec le secteur public. Bien, lui, il a été révisé à 7,6 milliards et une baisse de 3,4 milliards. Ça, c'est après Fonds de génération. 5,2 milliards au sens comptable. Comptable, revenus moins dépenses, comme les autres provinces, le gouvernement canadien. Et ça correspond donc à 0,8 % du PIB en 24-25.
25-26, qui était le fameux déficit de 13,6 milliards, lui est révisé à 9,9 milliards, Monsieur le Président. Et c'est certain que ce chiffre-là va bouger encore, hein, parce que les comptes publics vont être publiés au mois de juin. Mais 9,9 milliards, c'est une amélioration de 3,7 milliards après Fonds de génération. Si on y va avant Fonds de génération, c'est 7,7 milliards dans une économie de 650 milliards. Monsieur le Président, vous avez calculé ça comme ça. Vous dites c'est 1,2 du PIB et vous dites, mon Dieu, j'ai vu la page A26 et 1,2 du PIB, c'est pas mal bon, là. Ben oui, c'est quand même bon parce que l'île du Prince-Édouard, tu as 3,2, Nouveau-Brunswick, tu as 2,8, Terre-Neuve, tu as 2,2, la Colombie-Britannique, tu as 2,2, la Nouvelle-Écosse, tu as 1,8, Manitoba, 1,7. Alors, la moyenne canadienne est à 1,7, le gouvernement canadien est à 2,4. Alors, 1,2, c'est... Est-ce qu'on a eu l'Ontario? Est-ce que c'est sorti, le déficit de l'Ontario? Pas encore. Quand l'Ontario dépose son budget à 4 heures, bien, il n'est pas 4 heures. Alors, voilà pourquoi on ne l'a pas. Mais l'Ontario devrait être un peu en bas d'1 %. D'après moi, 0,9 %, mais on verra. 26-27, l'année courante. Alors, on avait prévu un déficit de 9,5 milliards au précédent budget, puis là, on révise à 8,6, une baisse de 900 millions après Fonds des générations. Mais là-dedans, Monsieur le Président, c'est sûr qu'il y a 2 milliards de provisions, là. Et si je prends... Alors, j'enlève le Fonds de génération, le 8,6 devient 6,3, qui est 0,9 du PIB. Mais mon professeur à l'UQAM, Pierre Fortin, m'a écrit, il m'a dit, si tu enlèves la provision, 6,3, c'est 4,3, ça fait 0,6 du PIB. C'est un très petit PIB pour une guerre en Iran, un conflit commercial et les difficultés auxquelles on fait face. Alors, la provision de 2 milliards n'a pas été utilisée dans les 2 dernières années. En fait, elle était de 1,5 milliard il y a 2 ans et de 2 milliards l'année passée. Alors, il est possible que ce déficit soit plus petit. Il est possible, évidemment, qu'il soit plus élevé si les États-Unis se retirent de l'accord Canada, États-Unis, Mexique, et c'est pour ça qu'on a des scénarios alternatifs. Maintenant, la dette, là, puis là, on est dans la deuxième dérivée de mes pages favorites, page G9, G10, Monsieur le Président, ça montre que le déficit au 31 mars 2019, là, pourquoi on parle du 31 mars 2019? Bien, c'est parce que mon prédécesseur a quitté en octobre 2018. Alors, l'année 18-19, c'est 6 mois de mon prédécesseur et 6 mois de moi. Et souvent, on entend l'opposition dire qu'ils nous ont laissé un surplus de 7 milliards. Évidemment, ils font 7 milliards, c'est avant Fonds de génération. Ils nous ont laissé un surplus de 5 milliards et une note aux états financiers qui disait que la dette que le vérificateur général disait que la dette était sous-estimée de 12 milliards, situation que nous avons corrigée. Néanmoins, il y avait un surplus de 5 milliards. Mais au 31 mars 2019, par rapport à aujourd'hui, 31 mars 2026, bien, la dette est en baisse de 4,1 %. Je répète, la dette est en baisse de 4 % depuis que nous sommes arrivés au pouvoir par rapport au PIB. Et là, vous sautez de joie, vous dites, mon Dieu, quelle bonne nouvelle, je vais aller à la page G10. Et puis, vous voulez comprendre comment on fait pour arriver à 4 %. Bien, on va à la page G10, puis on voit que les déficits ont augmenté la dette en fonction du PIB de 3 % On voit que l'effort exceptionnel du gouvernement au niveau des infrastructures, parce qu'on est passé de 100 milliards à 167 milliards, c'est une hausse de 7 % de la dette. Donc, c'est 2 fois plus de hausse reliée aux infrastructures que les déficits. Et puis, on voit que le PIB nominal, lui, a retranché 13,6 % Et donc, quand vous sommez 3,4 plus 7,1 moins 13,6 plus un ajustement comptable, vous arrivez au fait, qui est assez impressionnant, qu'à travers une pandémie, un conflit commercial, l'invasion de l'Ukraine par la Russie, bien, on a 4 % moins de dette qu'on avait au 31 mars 2019. Et d'ailleurs, on a aussi 1,6 % moins de dette qu'au budget 25-26 parce que la situation s'est grandement améliorée. Alors, on a un plan de retour à l'équilibre budgétaire qui va nous amener en 29-30. Ce plan-là, il est crédible, Monsieur le Président, dans le sens qu'il y a des mesures aux revenus, il y a des mesures aux dépenses, il y a des provisions pour éventualité, on poursuit les versements au Fonds des générations, on respecte la loi sur l'équilibre budgétaire. Et bien sûr, puis là, je vais y aller de toute la sagesse de ma mère. Ma mère me disait, mais le monde, il trouve toujours quelque chose à chialer. Bien oui, c'est sûr.
Alors, c'est sûr qu'il y a, oui, un écart à résorber de 2 milliards en 29-30. Alors, je vais expliquer un peu ce qu'il y en est de cet écart à résorber. C'est que lorsqu'on a déposé le plan de retour à l'équilibre budgétaire au budget de mars 25, mais il y avait quoi, Monsieur le Président? Il y avait un nouveau président américain qui avait été assermenté en janvier, puis qui, en février, voulait torpiller l'économie canadienne. Puis nous, il fallait qu'on dépose un plan de retour à l'équilibre budgétaire en mars avec une cible, c'est-à-dire après Fonds de génération, qui est la plus conservatrice en Amérique du Nord. Alors, on a un élément non identifié de 2 milliards qui est inférieur au versement des fonds de génération. C'est rien, Monsieur le Président. Tantôt, je vous ai dit qu'on avait perdu 1,5 de l'économie québécoise. On aura perdu au 31 décembre 2026 en raison de la guerre commerciale. Et donc, s'il y avait une résolution du conflit, ce 2 milliards-là va disparaître, Monsieur le Président, aisément. Bon. Mais oui, il existe une portion non expliquée de 2 milliards en 29-30 dans le plan de retour à l'équilibre budgétaire. Ce qui m'amène à répéter que la plus grande incertitude qui pèse sur l'économie québécoise est la révision de la CEUM au mois de juillet. Et donc, on se tourne vers le gouvernement fédéral. On leur dit, pouvez-vous faire moins de conférences de presse puis plus de négociations? Parce qu'on a besoin d'enlever ces tarifs-là sur l'industrie de l'aluminium et le bois d'œuvre et d'enlever cette incertitude qui amène les entreprises à ou investir aux États-Unis ou attendre pour investir au Canada. Monsieur le ministre, votre 20 minutes est terminée. Même pas 10 secondes pour faire une conclusion optimiste. 10 secondes, si je vous la donne. Allez-y. OK. Alors, en terminant, malgré l'incertitude et les tensions géopolitiques et économiques, j'aimerais souligner que nous avons des économies exceptionnelles et que le Québec a un potentiel énorme. Merci. Merci. Donc, merci, Monsieur le ministre. Donc, maintenant, nous allons passer au député de Marguerite Bourgeois pour ses remarques préliminaires pour une durée maximale de 20 minutes. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Effectivement, Monsieur le ministre, votre maire a raison. Je peux vous dire que pour plusieurs personnes, lorsqu'on regarde la situation, beaucoup se posent des questions. Comment se fait-il qu'on a été capable, lorsqu'on aura retrouvé l'équilibre budgétaire, on aura tout de même ajouté plus de 100 milliards de dollars à la dette? Et donc, pour plusieurs, c'est énormément d'argent. Mais il faut mettre ça en proportion aussi, parce que c'est quand même significatif, là. Le total va frôler les 265 approximativement milliards de dollars quand on va être rendu là. Ça leur a pris donc 8 ans et peut-être un peu plus pour la CAQ, parce qu'évidemment, il va falloir qu'on travaille les années qui vont suivre le gouvernement de la CAQ pour retourner à l'équilibre. Donc, disons un total de 10 ans, mais les effets sont ceux de la CAQ. Donc, 2 mandats pour faire en sorte qu'on se rende à ce total de 265 milliards de dollars. Je donne des chiffrons là, pour que tout le monde puisse nous suivre facilement. Juste pour mettre en perspective, en 2018, lorsqu'on a quitté, okay, on peut argumenter sur quel était le chiffre, mais grosso modo, il y en avait 106 milliards de moins de cette dette-là. Et aussi, il faut savoir que ça a pris 60 ans, passer de 0 à 165 milliards de dollars qu'il y avait de dette à ce moment-là. Qu'est-ce qu'on a eu contre ça? Bien, évidemment, on a eu les infrastructures qu'on connaît, on a eu les écoles, les hôpitaux, on a eu tout un système qui s'appelle le modèle québécois, qui a été mis en place. Et évidemment, on avait aussi mis en place le Fonds des générations. Lorsque vous demandez aux Québécois qu'est-ce qu'ils en pensent aujourd'hui de l'état de nos écoles, de nos hôpitaux, des infrastructures du Québec dans son ensemble, pendant qu'on a pris seulement 8 ans additionnels là, pour ajouter 100 milliards à la dette, on va tous vous répondre, Monsieur le Président, que, évidemment, on n'est pas dans une situation enviable par rapport à ce que c'était il y a 8 ans. Donc, lorsqu'on regarde tout ça, on se pose la question, est-ce qu'on en a eu vraiment pour notre argent? La réponse, malheureusement, c'est que c'est non. Mais, vous savez, il y a plusieurs choses qui font en sorte qu'on en arrive à ce genre de constat-là. Moi, je me fie souvent à ce que les gens qui peuvent être neutres, qui n'ont pas des implications politiques, le peuvent donner comme opinion. Je pense que le vérificateur général, ça, c'en est un. C'est quelqu'un qui est supposé être le chien de garde des finances publiques au
au Québec puis qui nous dit ce qu'il y en est. Il y a aussi les agences de crédit qui ont eu à s'exprimer. Lorsqu'on a été donc malheureusement décoté l'an passé par Standard & Poor's, ça a été un choc. Ça a été un choc tellement traumatisant qu'à partir de ce moment-là, le gouvernement actuel, le gouvernement de la Coalition Avenir Québec, a décidé de finalement mettre en place un programme pour s'assurer qu'on dépensait de façon respectueuse l'argent des Québécois. Ce qui n'avait pas été fait pendant 7 ans. On a eu à attendre la décote de Standard & Poor's pour en arriver à donc mettre en place une certaine responsabilité de prendre le rôle de fiduciaire de l'argent des Québécois au sérieux. Puis à partir de ce moment-là, le gouvernement de la CAQ a décidé, semble-t-il, de vouloir mettre en place les bonnes pratiques comptables, les bonnes pratiques de gestion pour s'assurer que la gouvernance associée là, à nos finances publiques soit bel et bien les meilleures. Malheureusement, trop peu, évidemment, et trop tard. Il y a eu, l'an passé, juste pour qu'on soit clair, là, 2 provinces qui ont été décotées au Canada, la Colombie-Britannique et le Québec. Alors, juste pour qu'on soit clair là-dessus, c'est clair que, bon, le message qui est envoyé, c'est qu'il y avait un enjeu. On a une chose qui est évidemment pas mentionnée là, de la part du ministre des Finances aujourd'hui, plusieurs enjeux avec le budget, qui est le sujet là, auquel on discute là, aujourd'hui. Là. Il y a un enjeu fondamental avec le budget actuel, c'est que les leçons des dernières années pour le gouvernement de la Coalition Avenir Québec, à savoir que les Québécois ne veulent pas que, justement, le gouvernement prenne de l'argent des Québécois pour les dépenser de façon inappropriée en dépenses électoralistes. De toute évidence, ça n'a pas rentré dans la tête du gouvernement de la Coalition Avenir Québec parce que, justement, il y a un petit cadeau de 250 millions de dollars par année pour les 5 prochaines années qui s'en va au prochain capitaine, au prochain chef de la Coalition Avenir Québec. Donc, on cache pas, on le dit, on est très transparent avec ça, mais on dirait que ça ne sort pas aussi, ça percole pas autant. Juste répéter, là, dans le budget, là, il y a 1,3 milliard d'argent des Québécois qui s'en va pour aider la Coalition Avenir Québec à gagner les prochaines élections. Ça, Monsieur le Président, c'est quand même assez spectaculaire que dans le préélectoral, le gouvernement actuel a décidé d'agir de la sorte. Je pense que c'est du jamais vu. Alors, on peut quand même se poser la question, comment se fait-il, si le budget était aussi bon, qu'il fallait rajouter 1,3 milliard de dollars de l'argent des Québécois en bonbons électoralistes pour s'assurer que la survie de ce gouvernement-là puisse se faire, malheureusement. On a un enjeu démographique au Québec. Aucune mesure pour essayer de soutenir cette situation qui est extrêmement préoccupante pour l'ensemble des Québécois, pour l'économie québécoise dans son ensemble. Baisse des mises en chantier. Lorsqu'on est dans une crise du logement, le gouvernement fait une baisse des mises en chantier. Baisse des investissements, Monsieur le Président. Une des choses qui est importante de se rendre compte, c'est que 97,5 % de toutes les entreprises privées au Québec sont des PME. Elles représentent 80 % de la main-d'œuvre privée. C'est à l'intérieur de ces 278 000 PME dans les 17 régions économiques du Québec que le prochain Couche-Tard, que le prochain Bombardier va faire surface. Mais pour qu'elles puissent, tous et chacune, réussir et avancer, on doit mettre en place des conditions gagnantes pour que ça puisse fonctionner. On doit donc arrêter de faire ce que le gouvernement de la CAQ fait, d'essayer de choisir les gagnants, puis plutôt mettre en place des conditions gagnantes pour que chacune de ces entreprises-là puisse se sentir apte à investir dans son modèle d'affaires. Investir pourquoi? Pour améliorer leur productivité, pour améliorer leur chance d'avoir des meilleures parts de marché. Le rôle du gouvernement, c'est pas de choisir le gagnant. Le rôle du gouvernement, c'est de créer les conditions gagnantes pour que tous puissent avoir une chance de gagner. Mais dans le monde de la PME, malheureusement, le gouvernement n'a pas agi et elles se sentent toutes abandonnées. Et donc, quand on voit une baisse de 5,7 % en investissement de machinerie et matériaux, Monsieur le Président, on comprend que ce que ça veut dire, les
Les entrepreneurs ne veulent pas ou investissent moins dans leur modèle d'affaires parce que le climat d'affaires n'est pas approprié, parce qu'ils ne se sentent pas écoutés, parce qu'ils sont étouffés par la bureaucratie, parce qu'ils se sentent étouffés par le système de la CAQ. On a un enjeu majeur, Monsieur le Président, quand on agit contre le cœur même de notre économie. Puis c'est malheureusement ça qui semble être le modus operandi du gouvernement actuel. Une des choses qui, de toute évidence, ça fait simplement 4 ans là, que j'ai le privilège de pouvoir représenter les gens de ma circonscription puis de pouvoir participer dans le débat parlementaire. Depuis 4 ans, cependant, une chose que j'ai remarquée, c'est que de façon récurrente, année après année, le gouvernement sous-estime les dépenses. Année après année, le gouvernement fait une prédiction moyenne, depuis 4 ans, d'une augmentation de 2,6 % du budget des dépenses. Donc, le gouvernement s'attend à ce que ça augmente de 2,6 %. Mais année après année, lorsqu'on fait la fin, là, on calcule où est-ce qu'on en arrive là, à la fin, le chiffre est plus élevé que 5 %. Donc, entre ce que le gouvernement dit qu'il va dépenser puis ce que le gouvernement a fait en termes d'augmentation, c'est du kit au double. Donc, on a un gros enjeu avec cette façon de gérer-là, parce que ce que ça veut dire, ça, M. le Président, c'est qu'on est incapable de bien gérer l'État québécois. Puis, honnêtement, c'est pas juste moi qui le dis, là. Ça a été mentionné par plusieurs participants. Puis les gens là, dans la société civile qui prennent le temps de regarder comment la gestion de l'État se fait sont inquiets de ce jeu qui se fait année après année de sous-estimer les dépenses. Évidemment, vous comprendrez, lorsqu'on sous-estime les dépenses pour l'avenir, bien, ça fait en sorte qu'on peut plus facilement atteindre un certain retour à l'équilibre budgétaire. Mais en plus du fait qu'on fait ça, le gouvernement de la CAQ a décidé de ne pas identifier toutes les mesures pour retourner à l'équilibre budgétaire, nonobstant le fait que la majorité des mesures identifiées sont après la prochaine élection, donc qui sera probablement pas gagnée par le gouvernement de la coalition Avenir Québec. On s'entend, M. le Président, qu'en termes de courage politique, c'est un petit peu léger. Hein? C'est un petit peu difficile de dire que le gouvernement avait vraiment à cœur les intérêts de tous les Québécois lorsqu'il agit de la façon comme il le fait. Là, juste pour mettre les choses en perspective, on a entendu le ministre des Finances tantôt nous expliquer que, bon, à partir, je crois, de novembre 2018, à partir de mars 2019 à mars 2026, il y a eu une réduction du ratio de la dette nette par rapport au PIB. Il y a eu un mouvement, je peux vous le confirmer. Il y a eu aussi une modification de l'approche comptable de comment on calcule évidemment le passif donc du gouvernement du Québec. Donc, si on exclut cet aspect-là, on exclut donc 25 % de la raison pour laquelle il y a eu un mouvement dans le recul du ratio dette nette PIB. Juste remettre les choses en perspective, on parlerait d'approximativement 2,5 %. Et donc, juste pour mettre les choses en perspective, sur une période de 8 ans, le gouvernement de la coalition Avenir Québec, en relatif, a fait reculer l'endettement, dit-il, de 2,5 %. Juste pour mettre les choses en perspective, le gouvernement libéral a fait reculer les choses, l'endettement du Québec, de 10 % en 4 ans. Donc, juste pour qu'on mette les choses en perspective, là, l'avenir des prochaines générations, l'avenir des prochaines générations, il était au cœur même de la façon de gérer du gouvernement du Parti libéral du Québec. Clairement, c'est pas la façon de faire qu'on a de la part du gouvernement actuel. Il y a eu évidemment beaucoup d'argent de gaspillé, puis je ne veux pas parler des Kings de Los Angeles, je ne veux pas parler évidemment là, de Nordvolt, je ne veux pas parler des chèques électoralistes, mais c'est plus de 9 milliards de dollars qui a été gaspillé de façon ponctuelle à travers les 8 années du gouvernement de la CAQ. Et quand on regarde ça, les gens sont un peu déçus, disons, peut-on dire. Et c'est pour ça que les gens perdent confiance dans le gouvernement actuel. C'est pour ça que les gens sont fâchés. Parce que ce que le gouvernement est en train de nous dire, c'est, nous, là, OK, c'était la faute de tous les autres acteurs de la société civile.
c'était toute la faute de tout le monde sauf de nous. Puis lorsqu'on a fait peut-être des bons coups, là, OK, mais ça, c'est simplement notre faute. Il n'y avait aucun événement macroéconomique qui pourrait justifier, par exemple, les bons coups du gouvernement. Non, non, c'est toujours l'inverse. Alors, on peut se poser la question, un gouvernement qui laisse les finances publiques dans l'état actuel avec un demi-plan de retour à l'équilibre budgétaire, puis en arrive même, en même temps, à dire, Monsieur le Président, que ça va être au prochain gouvernement à prendre des décisions sérieuses pour la suite des choses, que les prochains gouvernements devront être responsables pendant que tous les problèmes ont été identifiés, puis que le gouvernement avait les deux mains sur le volant pendant les 8 dernières années, puis là, laisse la situation, je voudrais prendre l'expression du premier ministre, là, la maison en ordre. Bien, force est de constater que la maison brûle, Monsieur le Président. Non seulement la maison brûle, mais je prends juste Stéphanie Gramont de la presse qui dit qu'il va falloir qu'on revienne, selon ce que le ministre des Finances, à une croissance de 1,9 %. Monsieur le Président, 1,9 % là, ça va être extrêmement rigoureux pour pouvoir avoir ce genre de gestion-là là, de la part du prochain gouvernement. Malheureusement, le gouvernement de l'avenir, coalition de l'Avenir Québec, n'a aucunement démontré ça. Puis l'an passé, on a eu un moment, le ministre des Finances et moi, durant ce même débat-là ici, pour parler de la croissance économique. Et que, évidemment, moi, j'étais sceptique par rapport aux chiffres de croissance économique que le ministre des Finances nous donnait. Il nous disait là, que pour l'année en cours, là, la croissance allait être de 1,1 %. Puis, mais il faut savoir aussi que l'ensemble de la rue, si on peut l'appeler ici, l'ensemble des économistes qui travaillent dans les grandes institutions financières du pays, eux avaient en moyenne 0,8 % de croissance. Le ministre des Finances, lui, était à 1,1 %. Ce petit différentiel-là, ça n'a pas l'air de beaucoup, là, mais c'est énormément de milliards de plus, Monsieur le Président. Là. Puis là, quand on regarde ça, puis on se dit, bon, OK, il y avait une différence. J'en parle au ministre. Non, non, non. Ça, c'est l'effet caquiste. Nous, la CAQ, là, on est tellement des bons gestionnaires que c'est sûr que la croissance économique du Québec va être supérieure à ce que les institutions financières disent. C'est pour ça qu'on rajoute 0,3 de plus à l'estimé de la rue. Bien, écoutez, Monsieur le Président, ça donne donc bizarrement. C'est sorti ce matin. Les économistes là, des institutions financières avaient raison. La croissance économique au pays a été de 0,7 %. Alors, lorsqu'on dit que le gouvernement de la Coalition Avenir Québec portait des lunettes roses, sous-estime les dépenses, surestime la croissance économique, et ce, de façon récurrente, année après année, force est de constater, Monsieur le Président, qu'on en arrive à une situation où est-ce que les gens perdent confiance. Puis, non seulement c'est difficile pour ceux qui nous observent de loin, mais puis qui décident donc d'exiger plus de rendement sur les emprunts du gouvernement du Québec, chose qu'on a observée année après année depuis les 4 dernières années. Ça nous coûte maintenant beaucoup plus cher emprunter de l'argent au Québec que ça coûtait à cause de la mauvaise gestion du gouvernement de la CAQ. Je sais qu'il y a une détérioration qui a été faite à cause, évidemment, de la menace référendaire, mais il va falloir qu'on réalise, Monsieur le Président, que la situation actuelle, il n'y a rien que le gouvernement nous a laissé, que le gouvernement peut dire « on est fiers d'avoir fait ça ». Parce que les prochaines générations auront des décisions difficiles à prendre. Puis, je vous le dis tout de suite, là, Monsieur le Président, c'est triste de voir ça, mais le gouvernement a mis, a mis la carte de crédit remplie. On va les remettre remplis. Puis pour les prochaines générations, la capacité de pouvoir, justement, prendre des décisions, avoir la liberté de choix, lorsque la démographie va être stagnante, Monsieur le Président, et le mix de la démographie va aussi changer. On va avoir de plus en plus de personnes âgées et de moins en moins de jeunes. Donc, c'est extrêmement important de faire les efforts maintenant. Puis lorsqu'on regarde, encore une fois, le déficit que le gouvernement nous laisse, puis la dette qui aurait été augmentée, on va se rendre compte d'une seule et unique chose, Monsieur le Président, on va être rendu dans une situation où est-ce qu'il va y avoir des choix extrêmement difficiles. Puis ça va être ça l'héritage du gouvernement de la CAQ.
passera à l'histoire comme le gouvernement qui aura vraiment hypothéqué l'avenir des jeunes. Merci, M. le Président. Merci beaucoup.